Comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais vous laisser la main et je vais vous laisser rentrer dans le cœur du sujet. Bonne réunion. Ok, eh ben, super, merci. Euh, bonjour à tous, Jérôme Duchesne. Je suis associé chez SID. SID, en deux mots, on est intégrateur des solutions Dynamics 365 et de la plateforme, la Power Platform. Aussi bien ERP Sales, Power Apps, Power BI Power Automate. Mais on va pas parler de SID aujourd'hui, on va parler de Claranet. Claranet, je vais laisser Sylvie et Eric se présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sylvie Bayou, je suis DAF adjointe chez Claranet. J'ai rejoint Claranet il y a 3 ans, dans les grandes missions de structurer et d'organiser le département finance, puisqu'on est une société qui est en forte croissance et donc qui a grandi par acquisition. Et on avait besoin de nous structurer. D'où ce projet d'ailleurs de mettre en place un nouvel ERP qui, ce qu'on avait ne correspondait plus. Eric? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Eric Couvillet, j'ai rejoint Claranet il y a 2 ans maintenant en tant que chef de projet AMOA et je suis 100% dédié au projet finance en fait. Donc l'équipe finance est mon unique client en interne. Je travaille sur tous les projets qui les concernent. Voilà. Et puis je vais demander à Paul de se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Paul Caradjé chez SID depuis maintenant 7 ans comme consultant et chef de projet selon les missions. Et donc chez Claranet, j'ai encore ces 2 casquettes. Très bien, merci. On va faire une petite introduction pour présenter Claranet. Donc je vais laisser Eric. Je vais passer quelques slides et puis après on arrêtera le partage et puis on mettra nos caméras pour que ce soit plus convivial pour vous. Et après on sera plus en mode interview derrière. Donc Eric, je vous laisse la parole. Présenter Claranet. Eric? Oui, bonjour. Rebonjour, excusez-moi, j'ai oublié de remettre mon micro. Pas de souci. Je disais donc que Claranet est l'un des acteurs majeurs des services cloud en Europe. Nous sommes spécialisés en infogérance d'applications critiques 24/7 et dans tout ce qui est transformation digitale. Le Claranet a été fondé donc en 96 et on compte désormais 2200 collaborateurs à peu près répartis un peu partout dans le monde. Nous sommes 650 en France. Un chiffre d'affaires global de 430 millions, dont 100 pour la France, et on opère pour plus de 6000 clients dans à peu près tous les secteurs d'activité. Voilà pour la première slide. Claranet fait partie depuis 2013 donc des leaders du Magic Quadrant Gartner. Donc c'est la classification de chez Gartner des opérateurs dans l'IT. Nous sommes certifiés auprès des 3 grands acteurs majeurs du cloud public, donc qui sont AWS, Azure et Google Cloud Platform. Donc c'était indispensable pour nous d'être certifiés puisqu'on travaille avec tout le monde. Et enfin, chez Claranet, donc pour rester compétitif, on a à peu près 5 grands piliers. Alors ça constitue pas, ça fait partie de nos valeurs, mais nos valeurs ce n'est pas que ça, bien entendu. Donc nous exploitons tout ce qui est haute technologie partout où c'est possible. On essaye de tirer un maximum des données. On tient compte bien sûr de l'expérience client, puisque c'est ça qui nous aide à nous améliorer en permanence. Bien entendu, nous sommes agiles à la fois dans l'organisation et dans notre façon de gérer les projets. Et tout ça avec une très très haute exigence autour de tout ce qui est sécurité, puisque c'est un enjeu aujourd'hui qui est absolument primordial. Donc voilà pour Claranet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir notre site internet. Hein. Tout est dessus. Très bien, merci Eric. Alors juste, aujourd'hui le thème c'est
D365 pendant le confinement. Donc comment on a fait? J'ai mis quelques chiffres et le périmètre du projet. Donc le périmètre est essentiellement finance et achat, avec un délai très très court, 6 mois, un nombre de users d'une vingtaine de users sur la partie essentiellement finance. Et puis chez Claranet, donc c'était une équipe de 5 key users avec 3 personnes au support de ces key users-là sur la MOA et autres et techniques. Voilà, donc on rentrera plus en détail dans le projet. C'était juste pour vous donner quelques chiffres, sachant que Claranet n'a pas choisi D365 puisque ça a été imposé par le groupe, donc par UK. Donc on ne reviendra pas sur le choix de pourquoi D365. D365 leur a été imposé. Donc merci Sylvie et Eric pour le temps consacré et de répondre un peu aux interrogations sur le déploiement de D365 pendant le confinement. Alors peut-être avant de parler confinement et méthodologie, peut-être nous rebrosser un petit peu le contexte. Quels étaient en fait vos problèmes avant l'intégration de FinOps en fait? Alors en fait, nos problèmes, c'est qu'on utilisait en fait la ligne 100 de Sage qui était adaptée à la taille de Claranet dans le passé, mais comme je le disais brièvement tout à l'heure, Claranet a beaucoup grossi par et croissance organique et croissance externe. Et en fait, Sage 100 n'était plus du tout adapté aux besoins de Claranet, donc il fallait, anecdotiquement, je pourrais dire que par exemple, qu'à chaque fois qu'on voulait saisir une écriture comptable, et on pouvait avoir qu'un seul user par journal. Donc on passait notre temps à demander qui est dans le journal machin. Si on voulait faire une interface, interfacer une écriture de paye ou interfacer avec notre outil de démat des factures, c'était pareil, c'est qu'il faut sortir de Sage. Sachant qu'à la finance, on est 30, eh bien, alors bien sûr, on a des outils de communication comme Slack pour communiquer, mais c'était qui peut sortir du journal, qui peut, voilà. Donc c'était vraiment plus adapté pour l'entreprise. Pour la clôture, on n'avait pas beaucoup de choses automatisées, donc on avait beaucoup de tâches manuelles, beaucoup de moulinettes, beaucoup de travaux sous Excel. Sage 100 fait très très bien de la compta, mais tout ce qui est au niveau analytique et budgétaire, on avait des besoins en fait de mesurer plus la performance de nos activités, et en fait c'était ce qu'on pouvait faire avec Sage 100 était limité. Les clôtures mensuelles, puisque donc on appartient donc à un groupe, la maison mère est en Angleterre, on reporte tous les mois à J7, et en fait les clôtures sur Sage, mais on compensait par des soirées un peu longues pour arriver à rendre les chiffres dans les temps. Enfin voilà, tout ça faisait au bout d'un moment qu'on disait on ne peut plus garder notre outil et on doit passer sur un outil adapté à la taille de l'entreprise. Alors c'est vrai que FNO était imposé par le groupe, mais comment dire, on n'est pas malheureux que d'avoir de travailler sous FNO aujourd'hui. Voilà, c'était une révolution et on est très très content de notre passage sur FNO. Merci Sylvie. Et du coup, quelle problématique pensiez-vous résoudre avec ce projet? Alors déjà, moi je peux vous répondre sur la partie technique des problématiques. Donc forcément, qui dit croissance externe dit hétérogénéité des systèmes. Et donc pour que ça tienne, on avait dû mettre en place vraiment beaucoup d'interfaces entre tous ces systèmes. Donc l'objectif avec ce projet, il y avait d'une part réduire tout simplement le nombre d'interfaces entre tous ces systèmes. Revoir aussi la gestion de nos données de référentiel, donc principalement la liste des clients et des fournisseurs, puisque ils étaient répartis dans tous les systèmes. Et ce projet, c'était comme c'est un projet groupe, il y avait aussi cette volonté au niveau du groupe de standardiser l'outil finance au niveau donc de toutes les filiales de Claranet à travers le monde. Ça, c'est pour la partie technique. Alors moi, je dirais que pour la partie métier, donc on recherchait effectivement un outil avec plus de fonctionnalités, plus d'automatisme. Eric, il l'a pas dit, mais c'est vrai qu'auparavant, nos interfaces, quand on faisait un schéma de notre SI, c'était un plat de spaghettis. On en avait de tous les côtés, rentrant, sortant. Ça devenait limite, compliqué à modifier et à gérer. On attendait aussi d'avoir plus de contrôle interne.
puisque ce qu'on apprécie dans les finaux, c'est de pouvoir savoir qui a passé telle écriture et qui a fait quoi. On a des données qui sont, entre guillemets, qu'on juge fiables, puisque donc chaque période, quand on a fini nos clôtures, on les bloque et on ne peut plus travailler, enfin, on ne peut plus écrire dans le système. On espérait aussi réduire nos délais de clôture, parce qu'encore une fois, comme je disais avant, on travaillait tard tous les soirs, mais c'est pas, voilà, de temps en temps c'est bien, mais on doit quand même avoir un outil qui répond à nos besoins et c'est pas forcément aux humains de compenser. On avait aussi beaucoup besoin, on a pas mal de gens, enfin après on est dans une boîte informatique, donc on a pas mal de geeks, mais on aime bien pouvoir récupérer nos données, les analyser, soit avec des Excel, soit des Power BI. Et voilà, et en fait, on attendait d'avoir un outil où on puisse avoir de la donnée simple et qu'on puisse analyser, triturer et analyser. Très bien, merci. Alors peut-être rappeler un peu, parce que j'ai cité le périmètre du projet, mais très rapidement, peut-être préciser un petit peu plus en détail le périmètre du projet. Ouais, pas de problème. Donc l'objectif en fait du projet, c'était d'aller vite pour avoir quelque chose en prod utilisable rapidement par les utilisateurs. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait défini 2 grands lots. En lot 1, le module comptable et analytique, et juste cette partie-là. Et on avait défini un lot 2, on s'était dit, bon bah en lot 2, on fera la facturation. Et ce qui avait été décidé aussi, c'est qu'entre le lot 1 et le lot 2, on ferait, alors pas vraiment par des lots projets, mais plus par de l'amélioration continue de l'outil. Donc on a rajouté toutes les fonctionnalités annexes à la comptabilité. Donc tout ce qui était immobilisation, budget, reporting, notes de frais, consolidation. Donc ça, c'est ce qui a été planifié et fait, puisque c'est vraiment ce qu'on a fait, hein, lot 1, comptabilité pure, et ensuite, en attendant le lot 2, la facturation, on travaille sur tous les autres sujets. Et là, dernièrement, nous avons un sujet qui a émergé grâce justement à ce projet. On a pu identifier qu'il fallait qu'on fasse un vrai projet achat. Et donc, c'est ce qu'on va lancer prochainement avant le projet, enfin le lot facturation, pardon. Très bien. Du coup, on va parler du projet avec le confinement, qui est un peu le thème du jour. Clairement, en fait, intégrer un ERP en confinement, en télétravail, vous pensiez, enfin, c'est pas sérieux, quoi. En fait, c'était quand même un peu osé, non? Alors, On travaillait, on était au bureau. Mmh. Ouais. On n'a pas choisi la fin. C'est ça. Alors déjà, oui, quelque chose de très important par rapport à la culture Claranet. Hein. Claranet est une société qui fait du télétravail de façon naturelle, hein, puisque nous sommes tous autorisés à faire 2 jours de télétravail par semaine. Et nous avons aussi pas mal de collègues qui sont en full télétravail depuis longtemps, voire toujours. Et donc, ça veut dire que chacun de nous dispose absolument de tous les outils pour faire du télétravail, que ce soit PC portable, double écran, casque. Enfin bref, c'est pour nous, ça fait partie de notre culture, quoi, le télétravail. Ensuite, ce projet, il a commencé en présentiel, puisqu'on a commencé le projet en novembre 2019. Et les ateliers en présentiel se sont tenus quasiment jusqu'au début du confinement, en fait. Donc, avec ce travail en présentiel, on a appris à se connaître, à travailler ensemble, et ça nous a permis aussi donc de faire de l'onboarding de Seed. Ce qui était très important pour nous, c'était de présenter la société Claranet au travers vraiment de ses systèmes, de sa culture à Seed, puisque pour nous, c'était vraiment un vrai partenariat, quoi. Après, finalement, c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés à la maison mi-mars, voilà, et on n'y était pas. Enfin, au début, on partait pour, je crois que c'était 2 semaines ou 3 semaines. Et le fait qu'on ait ce projet d'Anamix, ça nous a permis au niveau de la finance d'avoir des ateliers, de coûter nos ateliers et d'avoir des projets communs. Et moi, je trouve qu'au contraire, ça nous a fait un objectif et un but au niveau de l'équipe finance. Les gens n'étaient pas seuls chez eux à travailler avec leurs tâches habituelles, mais on avait ces ateliers où on se retrouvait. Et voilà, il y avait un point d'échange, il y avait un certain rituel. Et je pense que où l'équipe aurait pu se démotiver en étant en télétravail, on avait un lien commun.
Et voilà, on avait un objectif commun de changer dans notre compta. Et c'est vrai qu'après, nous, on a une clôture au 30 juin, donc notre go live était prévu au 1er mai. Et voilà, et c'est vrai que si on dérapelle, c'était compliqué par rapport à nos enjeux de clôture annuelle par la suite. Mais voilà, moi je trouve que ça a eu un impact positif, entre guillemets, ça a mis du liant sur l'équipe, et on a perdu personne. Après, sur le Go Live, c'est vrai qu'on a mis en place des délits en fait tous les matins pour être sûr de perdre personne. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, si on avait été au bureau, on aurait sûrement été dans une war room pour être tous ensemble sur notre projet. Et ben là, on n'avait pas, donc on a fait des sessions Teams. On avait des sessions Teams qui étaient ouvertes en fait tous les jours, où on pouvait travailler micro coupé. Quand on avait besoin d'aide, on ouvrait le micro en disant hop, tiens, est-ce que je suis coincé, je fais mon écriture, j'y arrive pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Hop, partage d'écran. On a été très très bien accompagné par Sid, puisque donc sur notre Go Live, alors peut-être pas tous les jours, mais je sais plus, on devait avoir Sid presque un jour sur deux. Donc quand on savait pas répondre, quand on savait pas entre key users répondre à la question, et ben on parquait les questions et on faisait des sessions, enfin des questions-réponses pour Sid. Voilà, et c'est pas prévu comme ça, mais happy end. Et à un moment donné, vous n'êtes pas dit, justement, au début du confinement, qui était finalement 1 mois et demi, 2 mois avant le démarrage, stop, on fait stand-by et puis on démarrera après le confinement? Alors, je pense qu'au début, le confinement, on partait pour, je sais plus, mais c'était peut-être 2 ou 3 semaines. On n'avait pas imaginé, quand on s'est pas dit mi-mars, on va arrêter, parce que de toute façon, on pensait revenir au bureau rapidement. Mais lors de nos copiles réguliers, on s'est jamais dit, tiens, au fait, et si le 1er mai, on est toujours en confinement, est-ce qu'on peut démarrer ou pas? Enfin, je veux dire, Claranet, aujourd'hui encore, on est de retour, on est tous en télétravail, nos bureaux sont fermés, on est tous à la maison. Donc la dernière fois, on y a passé 3 mois, puisque nos bureaux avaient réouvert. Je crois que les bureaux rennais avaient réouvert mi-juin et Paris plutôt fin juin. Donc on était 3 mois à la maison. Et là, nous sommes de nouveau tous en télétravail. Enfin, ça fait partie de la culture de Claranet aussi, peut-être voilà, qu'on soit au travail finalement ou en télétravail, où on arrive à fonctionner de la même manière. Il nous manque l'interaction sociale avec les collègues. Bon. C'est ça. Et si je peux ajouter que lors du premier copil qu'on a eu, le premier copil confiné qu'on a eu, la première question qu'on s'est posée, c'est comment on change notre façon de travailler. C'est-à-dire ni chez Sid, ni chez Claranet, ça a été la panique pour dire oh là là, comment on va s'en sortir. Tous les deux, on s'est dit bon bah voilà, qu'est-ce qu'on change pour pouvoir continuer à travailler et à sortir ce projet. Donc ça, c'était vraiment une attitude très positive de Sid et de Claranet et des key users en fait. C'était vraiment très important pour la réussite de ce projet. Très bien. Et du coup, quel a été l'impact sur finalement l'organisation des équipes du projet par rapport à tout ça? Alors nous, en fait, notre équipe finance est sur 2 sites. On a des membres de l'équipe sur Paris et des membres de l'équipe sur Rennes. Quelque part, je pense que les ateliers on avait décidé qu'ils avaient tous lieu à Rennes, puisque Sid est basé à Nantes et la majorité de l'équipe finance est quand même sur Rennes. Je pense que les Parisiens ont été contents parce que du coup, ils ont évité des déplacements. C'est vrai que quand on se lève tôt le matin pour faire un atelier où, selon les sujets, ça peut être un peu compliqué, que le soir, on reprend le train, il faut rentrer chez soi. Bah, finalement, comme on télétravaillait, on a évité en fait à tous nos collègues parisiens de se déplacer. Donc sûrement moins de fatigue, bon, un peu moins de frais financiers, un peu moins de frais financiers aussi quelque part de chez Sid, puisque finalement les consultants ne venaient plus. Donc on avait la partie déplacement en moins. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au contraire, le projet nous a permis d'avoir un lien dans l'équipe en cette période un peu compliquée et de nous soutenir les uns les autres. Donc impact très positif, pas d'impact négatif. Et quel a été l'impact finalement sur le planning? Alors côté planning, je pense qu'on peut se féliciter, Paul et moi, puisqu'en fait, il n'y a eu aucun impact. On n'a pas réorganisé le planning suite au confinement.
on n'a pas bougé les dates. En fait, on a tous les ateliers qui étaient déjà prévus ont été conservés et on les a faits avec l'avantage non négligeable. Et là, c'est un peu moi le méchant. C'est que je les ai fait débuter plus tôt. Les ateliers en présentiel débutaient plutôt à 9h30. Là, via Teams, on n'hésitait pas à démarrer à 8h30. Donc ça nous a fait des bonnes journées et des journées passionnantes, puisque la plupart du temps, on oubliait de faire la pause café. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais ça généralement, c'est un gros problème. Voilà, en disant, et la pause Mauvaise café, pratique. mauvaise pratique, on est tous d'accord. Mais je suis souvent là à dire, bon, on fait la pause café. Non, on n'a pas fini, on continue. Puis après, c'est la pause déjeuner, quoi. Donc, il n'y a plus la pause café. Et il y a eu un avantage absolument non négligeable de faire ce travail à distance, c'est que les ateliers ont pu être enregistrés. Ce qu'on n'aurait pas pu faire en présentiel. Enfin, on aurait pu le faire, mais un peu plus compliqué. Là, on enregistrait et donc la prise de notes était moins stressante puisqu'on savait qu'on pouvait revenir sur la vidéo pour revoir quelque chose encore et encore jusqu'à temps qu'on ait compris, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un avantage non négligeable. Et puis j'imagine, voilà, quand on fait du transfert de compétences sur le paramétrage, on peut revenir sur le moment de l'atelier où on paramètre tel ou tel élément, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand site fait, quand sont les consultants, ça a toujours l'air facile, le chemin, l'accès. Puis alors même on tente de bien noter les chemins, mais c'est vrai que des fois, de pouvoir se repasser la vidéo et de se dire, ah oui, c'est vrai, c'était là, hop, c'était très pratique, quoi. Et c'est vrai que je ne sais pas si on aurait eu l'idée de faire ça en présentiel, parce qu'on aurait pu le faire aussi, on avait les outils, mais je suis pas sûre qu'on y aurait pensé. Alors, moi, j'aimerais revenir un petit peu quand même sur le démarrage. Comment finalement on peut vraiment faire un démarrage à distance, quoi, en fait, et comment on peut être confiant de se dire on va démarrer à distance. Déjà, il faut positiver en se disant on va démarrer, on va y arriver. Je pense que c'est la clé 1 du succès, il faut y croire. Il faut y croire, il faut rester motivé. Je pense qu'on a besoin un peu plus de patience quand on est à distance. Parce que peut-être que si on avait été en présentiel, il y a des choses qu'on aurait pu faire peut-être plus vite, ou c'est plus facile d'aider quelqu'un ou de voir quelqu'un une difficulté et de l'assister. Il faut rester calme et patient. Ça, je pense que c'est. Et après, pas hésiter. Enfin voilà, les partages d'écran, et puis s'il faut dire, redire, expliquer, accepter qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des erreurs. Et puis finalement, si l'écriture elle est mal passée, on la prend, on l'annule et puis on en refait une autre. Enfin, je veux dire, c'est jamais. L'erreur est toujours corrigeable en fait. Donc, faut accepter l'erreur et se dire, ok, je me suis trompé, j'ai fait un virement et puis. On met des contrôles, mais je vais dire, faire dans le fournisseur et c'est pas bon, c'est pas grave, j'annule mon écriture, j'annule mon virement, je recommence. Enfin, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je sais pas, Eric. Partager de l'information, Oui. communiquer avec les gens. Donc c'est vrai qu'on avait, tu nous avais ouvert une chaîne sur Slack dédiée au projet pour qu'on puisse communiquer avec l'ensemble de l'équipe et donner. C'est vrai que ce qui est plus compliqué en télétravail, c'est de maintenir tout le monde informé de la même manière. Au bureau, je pense qu'on arriverait plus facilement à partager de l'info. Et là, tout le monde à la maison, il faut vraiment qu'on partage de l'information. Ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que via Slack, de partager des breaking news ou des dernières updates ou voilà, il y a telle chose qui se passe. Tout le monde peut avoir l'info en même temps en temps commun. Ouais. Et par rapport à ce démarrage, un des facteurs de réussite de ce démarrage, c'est déjà le projet ERP chez Claranet, il n'a pas été poussé par la DSI. Comme ce qu'on peut voir généralement dans les sociétés, hein, la DSI pousse un changement d'ERP. Là, le projet a été poussé et sponsorisé par la finance elle-même. Donc les utilisateurs et les key users, en fait, ils étaient partie prenante vraiment. Ils le voulaient, hein, cet ERP. Donc ils étaient motivés déjà par eux-mêmes de faire ce démarrage. Et le fait qu'on ait co-construit le projet, c'est-à-dire que c'était pas une session, tiens, je vous forme et après vous vous démerdez. Non, là on était avec Sid, ça a été co-construit et donc on a passé des longs moments à chercher comment faire pour paramétrer telle ou telle chose, mais in fine, on était super content quand on y arrivait, quoi.
Donc là-dessus, ça a bien aidé au démarrage aussi. Donc c'est vrai qu'on a démarré au mois de mai. Donc comme je dis tout à l'heure, on a des clôtures mensuelles, une première clôture fin mai. On a transmis des chiffres au groupe début juin dans les délais. Notre clôture annuelle, c'était 30 juin, donc on a clôturé nos comptes au 30 juin. Je crois qu'on a été le premier à remonter nos chiffres au groupe de nos clôtures annuelles. Donc voilà, enfin ça c'est et on était toujours à la maison puisqu'on n'est pas retourné. Enfin l'équipe finance, on n'est pas retourné au bureau quasiment avant septembre. Donc voilà, donc même post-confinement, comme les bureaux étaient toujours fermés, puis après on a enchaîné avec clôture annuelle, commissaire aux comptes, enfin voilà, les choses classiques. On a continué pendant, on va dire mai, juin, quasiment juillet. On est revenu au bureau un peu en septembre. Donc on a continué pendant 2-3 mois, toujours en télétravail. Mais toujours pareil, des Teams, des Slack, de l'information régulière, des mini-ateliers pour s'entraider sur des sujets. Si on se dit, tiens, on n'est pas à l'aise sur telle chose, on faisait des mini-ateliers. On a maintenu d'avoir des sessions de questions-réponses avec Sid. Donc on notait nos difficultés en fait au fur et à mesure et on se disait bah voilà on note toutes les questions et puis on a un atelier avec Sid dans 10 jours et donc on transmettait nos questions à l'avance pour pas perdre ou Paul ou Manon qui nous accompagnaient et on avait réponse à nos questions. Enfin voilà. Très bien. Alors Paul, du coup, toi tu étais chef de projet sur le projet et puis t'accompagnais aussi fonctionnellement sur la partie finance. Du coup, on aimerait avoir un peu ton regard. Et puis finalement qu'est-ce que tu as dit aux équipes de Claranet pour qu'ils aient confiance et voilà et confiance pour déployer finalement des 305 FinOps malgré le confinement et dire on va y arriver, on va démarrer quoi. Sylvie et Eric ont déjà donné plusieurs facteurs clés de succès qui sont hyper importants. Moi, j'en vois deux du côté de l'intégrateur qu'on a pu rappeler à ce moment-là. C'est le premier, l'absence de résistance au changement. Donc en lien direct avec ce qui a été dit plus tôt sur le fait que c'est un projet qui émane vraiment de la finance et pas forcément que de la DSI. L'implication des key users qui étaient très impliqués. Hein. Ça c'est vraiment un facteur hyper important qui fait la différence selon les projets, c'est que les key users étaient là aux ateliers, ils participaient du début à la fin, ils écoutaient, ils étaient décideurs et ils travaillaient entre les ateliers. Ça c'est hyper important, c'est la première chose. Alors ça c'est un facteur finalement qui est indépendant qu'on soit dans un contexte de confinement ou pas. Hein. Le deuxième facteur, et qui là pour le coup nous a vraiment aidé dans le confinement, c'est la culture d'entreprise dont parlait Eric tout à l'heure du télétravail, qui fait qu'il n'y a jamais de problème d'outils. Et Dieu sait que ça peut être un facteur hyper perturbant dans les ateliers. Il n'y a jamais de personne dont on n'entend pas le micro parce qu'elle s'est mal connectée. Les ateliers démarraient à 8h30. Tout le monde était là. D'ailleurs, c'est beaucoup plus moi qui étais en retard que le client. On l'aurait pas dit, Paul. Merci Sylvie de m'avoir protégé. Mais tout le monde était là. On passait jamais de temps à gérer la problématique technique. Parce que les gens ont l'habitude, les gens sont équipés, ce qui fait qu'on avait un télétravail qui était hyper efficace. Bien qu'on ait le défaut de relation humaine dont parlait Sylvie tout à l'heure, avec Claranet, on se voit énormément, mais on ne s'est pas vu en vrai depuis février, ce qui est un peu pesant, on va pas se mentir, mais il n'y a jamais de problème technique et il n'y a pas de résistance au changement. Donc ce qui fait que les key users étaient prêts, il n'y avait aucune raison de ne pas pouvoir démarrer à distance. Ok, super. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours entendu qu'il y avait une très forte implication des key users et je disais toujours en comité de pilotage, vous êtes notre client modèle en termes d'implication. Donc c'est vrai qu'on avait une implication de Claranet et des key users qui est quand même, on sait bien tous, un facteur clé de succès sur l'implication des key users. Donc je pense que ça a quand même vraiment aidé. Et puis la culture d'entreprise. Alors du coup, si vous deviez refaire le projet,
vous le feriez du coup plutôt, si vous aviez le choix, plutôt en mode non confiné ou différemment. Voilà, est-ce que, enfin, voilà, si on avait à refaire le projet et qu'il n'y avait pas de confinement, est-ce que du coup le projet serait très différent ou pas pour vous? Alors, en fait, comme le confinement était imprévisible, forcément, on a dû faire avec et ça s'est bien passé et tant mieux pour nous. Si on devait le refaire, je pense pas qu'on changerait grand-chose en fait. Le seul point qui changerait si on devait le refaire en vrai, c'est que en vrai, on aurait fêté notre Go Live parce qu'on ne l'a toujours pas fêté. Et ça, c'est bien dommage. Je sais pas ce que tu en penses, Sylvie. Oui, ça c'est notre grand regret parce que je pense que dans la vraie vie, on aurait été ensemble et puis on aurait fait une grande fête et puis on la fera notre fête, mais maintenant, alors c'est vrai que chez Clarence, on a aussi des fêtes de Noël, donc on a eu la fête de Noël 2019 qu'on n'a pas eu, la fête de Noël 2020 qu'on n'a pas, le Go Live qu'on n'a pas, un paquet de fêtes en retard en fait. Ouais. Non, c'est vrai que c'est notre grand regret, c'est qu'on l'a pas fêté notre Go Live, voilà. Ok, donc si j'entends, ça changerait rien. D'ailleurs, on continue, comme on a dit, on a fait les IMO, les achats, enfin le budget, tout ce qui est budget, conso, on l'a continué en télétravail et on n'avait pas une contrainte forte de se dire parce qu'on avait des solutions, comment dire, on va dire autres hein, pour ces sujets-là. On aurait pu se dire on part, on met en stand-by hein, et on reprend quand on sera déconfiné, mais non, on fait le choix de continuer comme avant, de ce qu'on avait prévu. On déroule, on continue. Et d'ailleurs, nos collègues anglais, en fait, qui sont en train de mettre en place aussi FNO, sont pareil en 100% de télétravail et continuent sur leur projet. Et voilà, Après, c'est peut-être notre culture d'entreprise qui fait que tout le monde est à l'aise avec l'informatique, avec les outils et demandeur de changer. Donc, on avance. Et du coup, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui est en cours de déploiement là et qui est du coup confinée en télétravail? C'est quoi vos conseils? Alors en termes d'organisation, je dirais donc il faut absolument maintenir les ateliers, hein, ne pas se donner l'excuse du confinement pour dire qu'on reporte, pour ne pas décourager les gens aussi. Par contre, effectivement, éviter de faire des 2-3 jours d'ateliers consécutifs parce que c'est vraiment très très lourd. Nous sur la fin, on avait réduit ça à des ateliers d'une demi-journée. Alors c'est plus court, mais au moins ça laisse le temps aux utilisateurs de souffler en fait entre deux ateliers tout simplement. Ouais, parce que selon les sujets, en fait, toute la journée en atelier, on peut perdre les gens plus vite qu'en présentiel. Hein. Donc c'est vrai que des fois la demi-journée, c'est plus court certes, mais plus synthétique et on a l'attention des gens en fait sur la durée totale de l'atelier et on risque pas de les perdre. Hein. Parce que c'est le problème du télétravail après, on n'a pas forcément toujours tous la caméra allumée, donc on voit pas forcément les gens, donc on peut en perdre certains qui décrochent et voilà. C'est vrai que quand on avait, après on a suivi le planning initial et sur le planning initial on avait des fois 2-3 jours consécutifs hein, et c'est vrai qu'on se disait en télétravail 3 jours d'affilée, waouh c'est un peu rude quoi. Bon, ça l'a fait quand même, mais voilà, c'est vrai que les ateliers, on disait aussi Eric, peut-être qu'il faudrait peut-être bien identifier les participants en fait et bien définir les sujets pour essayer justement qu'ils soient le plus concentrés possible et que voilà il y ait peu de gens mais que les gens qui soient là soient impliqués et concernés et motivés et décider vite. Oui. Et surtout, il nous faut des vrais key users habilités à arbitrer et capables de se projeter en fait dans un nouveau process, un nouvel outil. Ce qui a été le cas avec nous. Hein, nous, pendant tous les ateliers, on avait Sylvie, donc Sylvie qui est DAF adjointe. C'est-à-dire que Sylvie a arbitré quasiment 90-95% des sujets qui nous arrivaient ont été arbitrés en atelier. Et le peu de sujets qu'elle ne pouvait pas arbitrer, c'était tous les sujets qui concernaient le groupe. Et là, nous, on avait un comité de pilotage toutes les 2 semaines avec le groupe et on remontait à ce moment-là les arbitrages à faire par le groupe. Mais c'est vrai que quand on a 90-95% des décisions qui sont prises en atelier entre les key users et la DAF adjointe, eh ben, le projet, il avance très très vite en fait. Des key users décideurs.
C'est ça. Donc, comme on était à distance aussi, on a beaucoup fait de communication en interne, c'est-à-dire que on communiquait auprès de toute l'équipe finance qui n'était pas aux ateliers, donc il fallait les tenir informés de ce qui se passait. Mais on a aussi communiqué dans toute la société Claranet et en particulier auprès de tous les autres chefs de projet informatiques dont les projets pouvaient avoir un impact de près ou de loin avec FNO. Donc on a maintenu ce lien de communication en permanence, alors qui aurait pu être vu de l'extérieur comme étant un peu du spam, mais qui finalement a permis à tout le monde de ne pas être surpris, où on a dit « Ah bon, vous travaillez sur un projet ERP ?» On n'était pas au courant. Donc ça, c'est pas arrivé chez nous. Je pense qu'après, il faut bien définir son périmètre. Normalement, ça se fait en amont, mais il faut encore plus en télétravail se dire j'ai défini mon périmètre, je sais clairement qui fait quoi et je sais ce que je veux faire. Et il faut pas dévier parce qu'en voulant dévier, voilà, c'est un peu plus compliqué en télétravail quand même, parce qu'il n'y a pas le présentiel. Donc, si on commence à changer son périmètre de projet, c'est compliqué. Sur les spécifiques, c'est pareil. Alors, nous, on a fait un choix. On a très peu de spécifiques, Eric, pour pas dire zéro. On en a un. On a un seul. Voilà. Encore un client modèle. C'était un des conseils de site de se dire limitons au maximum les spécifiques. Et enfin voilà, on était vite d'accord sur le sujet, mais finalement, on a trouvé notre bonheur dans la solution, donc on n'a pas eu besoin de développer trop de spécifiques. Mais c'est vrai que dans les facteurs clés de succès, je pense que moins il y a de spécifiques et mieux on se porte, et plus l'outil est plus facile à maintenir dans le futur. Après, voilà, il faut persévérer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai accepté l'erreur. On se trompe, c'est pas grave, on corrige. Avancer par itération, tout n'est pas parfait du premier coup, c'est pas grave. Il y a un premier pas de fait et puis on corrigera et on améliorera pour demain. Pour demain. Après, c'est toutes les méthodes agiles Eric connaît, enfin, on parlerait mieux que moi d'ailleurs. Oui, effectivement, ce projet a été mené en mode agile. Donc, au-delà même de la définition d'un périmètre très précis, on a surtout défini un produit minimum, donc un MVP. On s'est attaché à produire ce MVP très rapidement, donc le minimum de fonctionnalités pour que les utilisateurs puissent commencer à utiliser l'outil en vrai. Et donc, c'est ce qu'on a fait au travers de ce lot 1. On a sorti un MVP et après, très rapidement, quasiment tous les mois, des nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées et ils ont pu évoluer progressivement dans leur travail avec ça. Très bien. On parlait au début, du coup, vous énonciez un petit peu les problèmes que vous aviez identifiés et du coup et qui allaient être résolus du coup avec FNO. Est-ce qu'il y a des points que vous n'aviez pas identifiés en amont et du coup qui ont été réglés et qui ont été améliorés au moins avec FNO? Alors sur la partie technique, oui. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, les interfaces chez Claranet, c'était un vrai plat de spaghetti. Enfin Claranet, pour la finance, c'était un vrai plat de spaghetti et même au-delà de ça encore. Et quand on a refait le schéma des interfaces depuis FNO, on a eu une bonne surprise. Les interfaces ont été grandement simplifiées. On en a mais beaucoup moins. Je crois qu'on est passé entre 30 et 40 interfaces. On est à une dizaine maintenant. Donc ça, en termes de maintenance et de suivi opérationnel, c'est juste un rêve. Ok, très bien. Alors, on a vu dans vos slides, vous parliez de l'expérience client est primordiale, c'était marqué. Voilà. Et du coup, l'expérience client avec FNO, c'est quoi? Alors, on trouve c'est quand même un logiciel assez intuitif. On peut vite aller dans l'outil et entre guillemets inscrire ses favoris et les retrouver. Donc, par exemple, Chantal, notre DAF, n'allait jamais dans Sage avant. FNO, elle y va quasiment tous les matins parce qu'elle a son favori, surtout par temps de Covid, c'est tout ce qui est suivi de la balance âgée des clients. Où c'est vrai que c'est appréciable d'avoir, en temps réel la balance. Peut-être que pour certains
c'est ridicule ce que je dis, mais on ne l'avait pas auparavant, mais c'est vrai que d'avoir en temps réel la balance âgée par client avec les soldes par échéance, voilà, en cette période de crise où on monitore quand même les paiements, c'est super important. Donc enfin, côté user, on a on a un vrai outil très chouette. C'est très facile d'aller, comment dire, récupérer des données, donc avec Excel, donc soit en uploader ou soit en downloader, ce qui était entre guillemets pas simple avant. Donc voilà, on est super content de. Après, on manipule, pareil, tous bien Excel, mais c'est vrai qu'on peut avoir des données, les croiser dans tous les sens et avoir des analyses qu'on n'avait pas auparavant qui sont très chouettes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'expérience, pour moi, enfin, côté utilisateur, elle est un bon indicateur de l'acceptation de ce truc-là. C'est qu'aujourd'hui, en termes de support, on est à moins de 5 tickets de support ouverts auprès de SID par mois, ce qui est vraiment pas beaucoup, surtout pour un ERP qui démarre. On s'attendrait quand même au démarrage à en avoir beaucoup plus. Et là, ce qui se passe, c'est que les key users et les utilisateurs, en fait, ils font eux-mêmes leur support, en fait, entre eux. Ils ont une maîtrise de l'outil. Et donc, le fait que D365 soit aussi intuitif et facile d'utilisation, à mon avis, ça aide grandement. Ouais. Très bien. Peut-être une dernière question, du coup. En quoi FNO est un support de votre stratégie aujourd'hui? Je pense alors, FNO va nous aider à avoir une meilleure visibilité et un meilleur suivi de nos données financières. Donc, on est plus capable demain de sortir des chiffres en temps réel, de sortir des analyses de marge, de sortir des analyses par centre de coûts, par business unit. Voilà, ce qui était plus compliqué avant. Et voilà, les données, elles sont là, elles sont présentes, elles sont comme je disais tout à l'heure, enfin même Chantal, notre DAF, qu'elle n'est pas, enfin je veux dire, auparavant, elle n'est jamais dans Sage. Voilà, et chez nous, elle y va, elle veut une balance, elle veut quelque chose. Enfin voilà, on a tous un meilleur suivi de données financières et ça va nous aider à grandir demain. Super, merci beaucoup Eric, Sylvie et Paul. Moi, en synthèse, c'est vrai que de ce projet, c'est vrai que je vous avouerai que au début du confinement, de se dire il y aurait aucun impact planning, qu'on démarrerait comme ça, j'avais un petit peu de doute quand même. Et c'est vrai que voilà, on a finalement réussi, et vous avez réussi à faire un projet sans aucun impact du planning. On n'a pas modifié le planning. Voilà, je pense que voilà, vous pouvez aussi vous féliciter en interne parce que c'est vrai que on a eu, et je le dis encore, vraiment un client modèle. On a eu la chance de ça parce qu'il y a eu une très forte implication et ça c'est ce qu'il faut retenir. Mais voilà, c'est sûr que c'est toujours le facteur clé premier de succès, c'est la disponibilité et l'implication des ressources. Voilà, et après Paul le souligne aussi, une une conduite du changement qui a été bien menée et très peu de réticence à la conduite du changement qui s'est soldée. Alors nous, on le préconise toujours de faire zéro spécifique, mais c'est vrai que c'est jamais simple. Et là, ça a été le cas. Voilà, un seul spécifique. Même si la finance répond bien globalement au marché français, on a toujours des clients qui veulent mettre une petite lumière à droite ou un petit bouton à gauche. Voilà. Et là, ça n'a pas été le cas et vous êtes adapté au produit. Et je pense que ça, c'est aussi un facteur clé de succès. Voilà. Et puis c'est clair que la culture d'entreprise a aidé aussi au travail à distance. Voilà, il nous reste du coup un tout petit quart d'heure, 10 grosses minutes. Est-ce qu'il y a des questions, alors soit par le chat, soit en live si tout le monde s'exprime pas en même temps. Voilà, on est à votre disposition. C'est toujours la première question la plus compliquée. Pouvez-vous développer votre utilisation de Slack? Oui, tout à fait. En fait, Slack chez nous sert de messagerie instantanée.
Et aujourd'hui, on s'en sert uniquement chatroom, c'est-à-dire qu'on a créé un forum, enfin une chaîne Slack avec absolument tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas que les key users, mais il y a aussi les utilisateurs finaux. Donc sur ce Slack, il y a absolument tout le monde, et donc c'est là où on verse toute la communication. Il était question au début qu'on utilise Slack pour gérer les demandes de support, puisque Slack aujourd'hui permet, via une fonction formulaire, de créer des demandes de support. Et en fait, à l'usage, on s'est rendu compte que il n'y a pas beaucoup de demandes de support en fait. Il y en a peut-être 2-3 par mois. Puisque ce que je disais tout à l'heure, les key users et les utilisateurs résolvent leurs problèmes entre eux dans 90% des cas. Et donc la mise en place de ce formulaire de demande d'aide, c'était pas opportun. Du coup, ça n'a pas été fait, mais on aurait pu. Très bien. Il y a Mathieu Béguin qui a une question, allez-y. Oui, bonjour. Je profite de la remarque. Vous avez indiqué qu'il n'y avait eu aucun souci technique parce que vous étiez chez un client qui était très très à l'aise. Vous avez indiqué que vous avez enregistré les ateliers sous Teams. Est-ce que vous avez réussi, dans la masse de données que ça représente et surtout la masse de temps qu'il faut pour relire une vidéo, est-ce que vous avez réussi à exploiter cette masse de données vidéo dans la pratique? Alors les enregistrements, en fait, on n'a pas enregistré les ateliers du début jusqu'à la fin, parce que 7-8 heures de vidéo, ça nous ferait des fichiers de 1 giga à relire, c'est juste pas possible. Ce qui s'est passé en pratique, c'est que lorsque les utilisateurs et les key users étaient confrontés à un exemple, ils disaient stop, je vais enregistrer, Manon, Paul, est-ce que tu peux refaire la manip? Et donc du coup, on s'est retrouvé avec des petites vidéos. Et c'est ça que les utilisateurs ont conservé. Et ça leur permettait d'avoir une petite vidéo, genre comment je paramètre une dimension financière, et la vidéo ne faisait que ça. D'accord. Et dans ce cas-là, votre outil d'enregistrement, c'était Teams directement ou vous utilisiez un outil tiers? Non, on a utilisé Teams directement. Après, c'est vrai que pour Teams, récupérer la vidéo, c'est quand même un petit peu de manipulation, mais ça a pu. Alors bien sûr, au début, on s'est fait avoir parce que Teams ne garde pas les vidéos ad vitam aeternam. À un moment donné, il les supprime, mais sur la fin, très rapidement, et on a récupéré les vidéos quasiment tout de suite. Ok, c'est clair, merci. Il est assez pas mal pour ça parce que, alors en arrière-plan, c'est un outil qui s'appelle Microsoft Stream qui tourne et on se retrouve avec des vidéos qui, bien sûr, prennent de la place, mais au regard de leur durée et de leur qualité, en prennent très très peu. On a des vidéos moi j'ai une vidéo de 2 heures sur un dernier enregistrement qui fait 390 MO. Donc je me serais attendu à 2 gigas sur une vidéo comme ça, ce qui est, ça facilite quand même les échanges, même si ça passe pas par un mail évidemment. Bon, moi j'ai fait du WeTransfer groupé pour tout envoyer au client. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à soit les poser dans le chat ou lever la main. A priori, comme il n'y a pas... Si je peux rajouter un commentaire sur la question de Camille Decos sur le nombre d'utilisateurs. Donc effectivement, en France, nous ne sommes que 20, mais nous sommes bien sur une plateforme mutualisée avec les autres pays du groupe. Et donc en fait, on est plutôt de l'ordre de 40 personnes aujourd'hui à être sur la plateforme de prod, à pouvoir accéder à FNO. Et à terme, du coup? À terme, lorsque l'Angleterre passera, on va passer très très rapidement un cap, puisque en Angleterre, il est question que l'ensemble de la société passe sur l'ERP pour la partie note de frais. Et du coup, il serait à peu près, je crois, 600 ou 700 personnes à venir en plus sur la plateforme. C'est ça. Parce qu'en fait, nous, on aurait pu ou on aurait dû être autant, mais parce qu'on a fait marche arrière ce module note de frais qu'on voulait mettre en place, mais malheureusement, Microsoft n'est pas certifié pour l'archivage électronique des documents pour les notes de frais. Et comme la solution que nous avons actuellement l'est, on se voyait pas, on a dû retirer des notes de frais de notre projet parce qu'on se voyait pas faire marche arrière et demander aux gens de ramener le papier à la compta, sachant que ça fait 2 ans et demi qu'ils le font plus. Donc voilà.
Et effectivement, nos amis anglais, eux, ils sont nombreux parce qu'ils utilisent une note de frais. Ils n'ont pas la même contrainte légale URSSAF que nous avons en France. Oui. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Une question de Benoît sur le reporting, un outil de reporting autre que Power BI. Oui. Tu veux peut-être répondre, Paul, ou tu veux que je le fasse? Je peux répondre. Donc, on a déployé donc chez Claranet l'outil intermédiaire en fait entre un Power BI et les états standards de FinOps qui s'appelle, alors selon les versions, il a des noms différents. Historiquement Management Reporter. Et actuellement, il s'appelle Financial Report Designer. Bon, c'est l'outil de conception d'état assez simplifié, accessible à l'équipe financière, pour lequel il n'y a pas besoin d'être développeur. Donc c'est nettement moins puissant qu'un Power BI, mais c'est accessible à des profils non techniques. Et donc, vous êtes 3 ou 4 à être montés dessus en compétences chez Claranet, Sylvie, c'est ça? Un peu plus, peut-être 5? C'est plutôt les profils type contrôle de gestion. Et donc, du coup, c'est eux qui font, entre guillemets, qui font les états pour les autres. Donc, je sais qu'ils ont construit dernièrement là, des états pour la compta. Et voilà, c'est eux qui se sont appropriés l'outil et qui ont fait des outils très chouettes pour tous nos reportings de fin de mois. Voilà, ils l'ont fait tranquillement là, au mois d'août quand c'était un peu plus calme en termes de charge de travail et ça marche très très bien. Reporting financier pur, hein. Voilà. Dès qu'on sort de la finance, vous rebasculez sur Power BI. Tout à fait. Et il y a des coûts de licence qui sont associés à cet outil? Non. Non, je sais pas. Okay. Pardon Sylvie, je vous ai coupé. Non, je sais pas dire. Pour moi, c'est dans le prix de la licence. Oui. D'accord. C'est intégré. Alors, techniquement, c'est un logiciel que le système vous fait télécharger lorsque vous ouvrez le designer. Pour autant, la licence et les droits sont directement branchés sur FinOps. D'accord, merci. C'est un outil qu'on déploie systématiquement chez nos clients et qui fait partie du module finance. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est pour les reporting financiers, il est bien adapté et on le déploie systématiquement chez nos clients. Voilà, et puis après, à côté, on peut faire du Power BI pour faire d'autres reporting décisionnels. Et donc, chez Claranet, vous avez aussi du Power BI d'ailleurs. Oui, on l'utilise beaucoup, notamment pour tous les reportings qui nécessitent de croiser les données financières avec des données externes. C'est ça. Il y a d'autres questions? Il y a une question de Mathieu, je crois. Mathieu, il a dû laisser la main levée, mais il l'avait posée tout à l'heure, donc voilà. Stéphane, est-ce que vous voulez rajouter un mot s'il n'y a pas de questions? Non, juste vous remercier la qualité de la présentation. Je pense que c'est assez intéressant de voir un petit peu dans le prolongement de ce qu'on échangeait ce matin avec Xavier, ce qu'on peut faire quand on est sous forte contrainte. On arrive à faire quand même des belles choses, y compris des choses qui sont assez inattendues comme le déploiement d'un projet ERP, où normalement le collaboratif et la gestion du changement et les dimensions humaines sont très importantes et on voit qu'on arrive à faire des choses très bien. Donc c'est assez fantastique. Et même en respectant le planning de départ en plus. On était bien accompagnés. C'est vrai. Ouais. Très bien. Donc ça c'est dit, c'est super. Écoutez, non, merci beaucoup à tous. Merci du temps pour la préparation des présentations. Ce que je disais hier, c'est que 45 minutes, c'est beaucoup de temps en préparation en amont. Donc merci d'avoir consacré ce temps-là pour partager ça avec les membres du DIN. Et puis, je vous souhaite un bon appétit là. C'est bientôt l'heure. Et on se retrouve dans l'après-midi. Il y a encore des choses très intéressantes à voir. Tous. Hein. Merci à beaucoup. vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jérôme, on enchaîne sur sur Millénis.
Ouais.